Ouais, pas mal de questions. Il y en a qui se sont même permis des critiques d'ailleurs, mais j'ai pas voulu feed Vas-y, parce feed, hein, que parce que j'aime bien les petits j'aime trolls. j'aime pas quand c'est un peu gratuit, tu vois. Mais Non, mais bon, vas-y, ramène, parce que moi, j'aime pas les gens Il y qui a- parlent derrière leur écran sans leur répondre. On va leur répondre aussi. Non, mais c'est vrai, un hein, peu de drama, un peu de drama. Vas-y, let's go. Ouais, Je vous remets le chat. ramène-les. Donc ça s'affiche à partir de maintenant. Vas-y, ramène-moi Déjà, les. bah tiens, ouais, ce que j'avais dit en live, tu vois, on a beaucoup de Layer 1 monolithiques qui s'éloignent un peu d'Ethereum ou qui font de l'EVM. Bah, quitte à faire de l'EVM, moi je considère qu'Avalanche fait partie des meilleurs. Voilà. Pour moi, c'est un Ethereum sous stéroïde. Avalanche, est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah, pourquoi? Pas du tout. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est très dommage dans la crypto, c'est que on compare jamais, comment on dirait, Apple to Apple. Donc, on compare des choux et des carottes. C'est-à-dire que tu peux pas dire qu'Avalanche est un système et Ethereum sur stéroïdes sans dire les compromis et les sacrifices qu'ils font. D'accord. Évidemment, Ethereum, si on s'en fout de la sécurité de la décentralisation, on peut gérer beaucoup plus de TPS si on veut, etc. Mais c'est voulu que Ethereum ne gère pas plus de transactions. C'est limité volontairement par le protocole. Pourquoi? Parce que sinon, ça impose, par exemple, que les gens aient des nœuds qui soient plus puissants. Ça impose que la taille de l'État va grossir plus rapidement, etc. Donc non, Avalanche n'est clairement D'accord. pas un Ethereum stéroïde. Ils ont fait juste des sacrifices qui fait que ça peut tourner plus vite. Certes, comme Solana. Solana, si tu enlèves la sécurité, la décentralisation, tu peux dire c'est 1000 fois mieux qu'Ethereum. Oui, ok. Il faut savoir pourquoi on fait tout ça. Si on oublie les raisons même pour lesquelles on fait tout ça, bah, en fait, dans ce cas-là, le Web 2, c'est mieux que le Web 3. En fait, parce que si tu oublies la décentralisation et la sécurité, t'as aucun intérêt. Enfin, compter juste la scalabilité, c'est pas parce que tu vas me dire qu'ils ont des transactions en sub-secondes, etc., que tu vas me dire que c'est mieux qu'Ethereum. Parce qu'ils n'ont pas du tout le même niveau de sécurité et de décentralisation. Et ça, Ok. c'est pour moi perso, c'est pas un niveau qui serait suffisant pour me dire que c'est une alternative viable au système qu'on essaye de changer. Là, on a un Avax Maxi parmi nous que tu connais bien. Qui Guru. Guru Guru. Ah, Ouais. ouais, Du coup, quels sont les sacrifices? Petite parenthèse Avalanche. Quels sont les sacrifices du coup? on en a déjà parlé longuement avec Guru. Je pense que, moi, j'adore Guru, je t'adore, hein, je te kiffe Guru. Mais je pense que, sachant que ça fait très longtemps que t'es dans le domaine et que tu connais bien le domaine, je pense qu'au bout d'un moment, tu les connais très bien, les sacrifices qu'ils font, et que t'es un peu dans le déni où tu veux pas admettre ces sacrifices. Non, mais c'est vrai, on en a parlé très, très longtemps. Et plusieurs fois, tu m'as dit que Avalanche n'était pas un concurrent d'Ethereum. Il ne faut pas le comparer parce que ça ne fait pas la même chose, Mais ça ne répond pas aux mêmes besoins. cite les sacrifices, dis J'ai les déjà termes, dit. dis les termes. Sécurité, Non, mais pour décentralisation. les 150 personnes qui nous écoutent et les milliers sur YouTube, quels sont les sacrifices? C'est-à-dire que on peut pas D'accord. avoir le même nombre de nœuds. Bah oui. Par exemple, avec ça, le consensus, il est pas, le consensus d'Ethereum, il est fait pour marcher avec plusieurs millions de validateurs, littéralement. D'accord, plusieurs millions. Là, en validateur logique, pour l'instant, on est, je sais pas, peut-être 500 000 ou un truc comme ça. Ça veut pas dire que c'est 500 000 entités différentes, bien sûr. Mais ça pourrait. Là, il gère et on veut pouvoir gérer. Oui, c'est ça, exactement. Sacrifice inhérent au trilemme de la blockchain. Tout à fait. Guru, si tu veux, reste droit dans ta ligne et dis-moi que Avalanche n'est pas concurrent d'Ethereum et qu'il a des avantages pour certains cas d'utilisation niche, entreprise, je sais pas quoi. Et là, je peux te dire oui, d'accord. Mais si tu me dis en comparaison d'Ethereum sur la même chose, sur la même créneau, jamais ta vie. Et tu le sais très bien. Et tu me l'as déjà dit déjà. Et même publiquement, tu l'as déjà dit. Donc, si tu dis, OK, on peut pas les comparer, c'est pas la même chose, ils font pas la même chose, et Avalanche est mieux pour X, Y, Z, ouais, d'accord. Donc, tu dis qu'Avalanche ne peut pas gérer 1 million de nœuds, du coup. Là, un million de nœuds, oui, 1 million de full nodes, oui, mais Ensuite, bon, il y a la finalité des transactions, c'est lié au consensus. Pour le moment, on n'a pas de cas pratiques qui nous permettent de voir Avalanche avec autant de TPS, donc on va pas parler de ça. Par contre, ça, je pense qu'on serait d'accord là-dessus, mais c'est important pour les gens qui nous écoutent. Si on avait un Avalanche avec autant de capitalisation qu'Ethereum et autant d'usage qu'Ethereum, on aurait probablement des transactions qui coûtent aussi cher d'un côté comme de l'autre, non? Alors oui, de toute façon, c'est clair que si tu veux gérer, enfin, c'est pas magique. En fait, tout ce que tu fais sur un réseau, que ce soit la bande passante, que ce soit le stockage, que ce soit la mémoire, etc., ça a un coût. Donc, c'est pas Avalanche, c'est pas magique. Soit tu vas opérer à quelque chose qui va être à perte, ou soit le protocole il n'est pas sustainable en termes de fees. D'accord? Il faut que la valeur que les utilisateurs soient prêts à payer pour être inclus dans le réseau soit supérieure à son coût pour opérer. D'accord? Et sinon, le protocole, il n'est pas sustainable. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je dirais que, OK, il y a aussi quelque chose d'autre qui est intéressant. Et ça revient un petit peu au tableau que j'ai mentionné précédemment. Quand on parle de la décentralisation et de
la neutralité d'un protocole, on parle aussi de la gouvernance du dit protocole. C'est-à-dire que on va pas juste comparer la stack technique, etc. Il faut aussi comparer qui gouverne le protocole, comment sont faits les upgrades, comment sont gérés. Et là, pareil, s'il y a bien un truc qui a pas match, c'est sur la gouvernance du protocole. On a d'un côté Avalabs qui est unilatéralement va décider les upgrades du protocole, va opérer la stack. Je pense qu'il y a, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'ils ont qu'une seule implémentation des nœuds, etc. Voire, il y en a peut-être une deuxième qui vient d'arriver récemment, je crois, mais je sais pas qui l'opère. Mais eux, en tout cas, ils décident les upgrades unilatéralement. D'accord? Donc ça, c'est un énorme problème. D'accord? Une blockchain, pour être crédiblement neutre et suffisamment décentralisée, il faut aussi que sa gouvernance soit bien décentralisée. D'accord? Donc ça, Ethereum, c'est un groupe d'entités et aussi un nombre... Ethereum a 9 ans, Avalanche en a 3. Hein. Faut quand même... Ouais, effectivement. Ça, t'as raison. Donc toi, ton point, c'est est-ce que Avalanche a les chances de devenir aussi neutre, aussi décentralisé, aussi en termes de gouvernance? C'est ça un peu ton point? Moi, je suis... En fait... Bon, déjà, je garde toujours en tête qu'il y a Gourou qui nous écoute, qui a son biais, etc. Il y a des gens qui n'y connaissent rien, qui nous écoutent. Faut pas les embrouiller. J'ai vu quelqu'un dans le chat s'en plaindre. Excusez-nous. D'accord. C'est pas le but. Il y a des connaissances que j'ai, des connaissances que j'ai pas. Moi, de base, je me dis quoi? Je me dis Avalanche, ils ont un consensus amélioré, un consensus qu'on va juger supérieur à Ethereum, parce que moi, ce qui va m'intéresser, ça va être l'usage, que ce soit moins cher, que ce soit plus rapide en termes de finalité, avec une capacité à éponger. En plus de ça, on a le scaling qui se fait pas avec des roll-ups. Ici, il se fait avec des subnets. Et on a la capacité de faire circuler de la valeur de subnet en subnet normalement. On a aussi plusieurs intégrations de machines virtuelles. On en a en Rust, on en a en Wasm, on en a en Solidity, on en a HyperSDK, je ne sais même pas ce que c'est, mais il y a plusieurs implémentations au niveau des subnets. Donc je me dis, il y a quand même des volontés, quand même une volonté de faire évoluer les choses. Ensuite, au niveau de la gouvernance, jusqu'à... je dirais il y a 3 ans, Ethereum, c'était l'Ethereum Foundation et Consensus, et il n'y avait personne d'autre. Hein. Enfin, tu avais des gens qui proposaient des trucs dans des EIP, mais j'avais pas le sentiment que c'était très décentralisé. Si, corrige-moi si je me trompe. Il y a 3 ans 3 ans, en 2020. Bon, si. Le début de la DeFi, ouais. Attends, même en mois de 2018, quand je suis arrivé chez Consensus, à ce moment-là, il y avait même encore Parity qui était là comme gros acteur, t'avais Nethermind qui était là en gros acteur, et t'avais beaucoup aussi d'indépendants, de développeurs indépendants qui travaillaient en open source et qui participaient activement aux EIP et compagnie. Donc non, ça fait quand même un moment que la gouvernance du protocole est bien décentralisée. C'est vrai. Alors Parity, c'est ceux qui sont derrière Polkadot aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent. À l'époque, qui était sur Ethereum. On a Nethermind qui est toujours là. Qui fait quoi? Qui propose des clients, des clients pour les nœuds d'exécution et de consensus, je crois. Et puis d'autres indépendants. Ok, effectivement. Beaucoup d'indépendants. Mais en fait, c'est ça. Regardez le repo, l'endroit où il y a toutes les EIP et regardez combien de personnes qui sont activement en train de proposer des changements, etc. Si tu as le lien des AIP. Ah, aussi un truc que je voulais préciser, sur l'âge. En fait, il y a un truc qui est intéressant. Moi, je crois, ma théorie, c'est peut-être un peu trop extrême, c'est que je crois qu'on n'aura jamais plus une chance d'avoir un lancement d'un protocole qui sera suffisamment fair et décentralisé. Donc, il y avait Bitcoin qui est la conception immaculée, en proof of work, full distribution fair et en plateforme de smart contract, tu parles. Parce qu'en pur transactionnel, on a vu des chaînes en proof of work type Caspa qui ont exactement. Je parle en type alt L1 de type general purpose Ethereum, quoi. Ethereum-like, Parce que pourquoi, en fait, il y a trop d'incentives financières pour que ça soit capturé par des VC. C'est comme Aptos, Sui, etc., qui ont objectivement innové. Je vais jamais dire que Sui, Aptos n'ont pas innové. La team Libra, en termes de consensus, ils ont apporté énormément de choses. Ce qu'ils ont fait avec Roadstuff, Narwhal and Bullshark, c'est énorme. Mais pourquoi je les considère pas comme un élan suffisamment décentralisé et crédible? C'est aussi pour le mode de lancement qui est capturé day one par des VC. Par exemple, moi je vous le dis, si Starknet était un L1, je considérais pas que c'est un L1 qui est viable parce que il est trop capture par Starkware, par des VC, etc. J'accepte ces compromis, ces trade-offs pour un L2 parce que c'est beaucoup moins important parce qu'on va hériter de la sécurité et de la décentralisation du L1. Mais même sur Avalanche, donc déjà, voilà, Bitcoin pur, Ethereum moins pur. Déjà, t'as la ICO pre-mine, mais je considère quand même que vu l'époque, il n'y avait pas encore assez de monde qui était intéressé. C'est quand même une distribution qui était relativement fair. Et en plus, il y a eu 6 ans de distribution en proof of work. Maintenant, il n'y aura plus jamais une distribution aussi fair. Et Avalanche, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus capture que Ethereum. Et tout est relatif. Et plus on a avancé
dans l'histoire des blockchains, plus il y a des enjeux économiques. Oui, le contexte est extrêmement important. C'est pour ça que même s'il y avait un L1 qui était objectivement mieux que Ethereum à tous les niveaux, bah, le mode de lancement influerait, je suis désolé. On n'est pas en train de builder des systèmes classiques, en fait. L'aspect philosophique est extrêmement important. En fait, moi, c'est ça qui me rend ouf des fois et que j'arrive pas à accepter, c'est que, bordel, on ne fait pas tout ça pour rien, putain. On est en train de combattre un système, on est en train de vouloir changer un système monétaire, on est en train de faire des trucs qui sont bien plus grands que nous tous. Le contexte est important, la façon de lancer est important, l'aspect philosophique, il doit toujours servir, la tech doit toujours être au service de l'aspect philosophique et pas l'inverse. C'est aussi pour ça, et des fois c'est vrai que j'ai oublié de le dire clairement, et c'est pour ça que je disqualifie tous les Layer 1 maintenant. Mais c'est pour ça que même si Avalanche était un Ethereum in steroids, ce qui n'est pas le cas, je pense que même techniquement c'est pas le cas. Il y a des choses qu'ils ont fait que Ethereum peut très bien faire aujourd'hui, mais qu'on ne fait pas pour des raisons valides, parce qu'on veut être capable de gérer un certain nombre de validateurs très grands, etc. Mais même si c'était le cas, ça suffit pas, parce que trop capture, diriger unilatéralement. Et si tu veux, c'est toujours pourquoi on ferait confiance à un acteur qui contrôle le truc, qui n'aurait pas d'incentive à le lâcher progressivement, si tu veux. Donc pour un L1, c'est problématique. C'est très problématique. Je vois ce que tu veux dire. Bah, t'as vu passer le pétage de cap d'Archemy récemment ou pas? Et il a raison. Voilà. Il a dit l'écosystème, il s'est un petit peu pourri. On a perdu les raisons pour lesquelles on fait tout ça initialement. Et ça, je suis vraiment d'accord avec lui. Voilà, pour faire la précision, pour pas déformer mes propos, parce qu'on sera sur YouTube, on sera diffusé. Moi, je parle pas. Il est tombé sur 2 acteurs. Ça le regarde. Je suis pas forcément d'accord sur qui il est tombé pour comment il aurait tombé dessus. Ouais. Voilà. Par contre, le message, et c'est là où je le suis à 100%, c'est putain les gars, on a des tokenomics qui sont fracassés et sur un Layer 1, c'est clairement problématique parce qu'effectivement, quand c'est sur un produit type gaming ou des trucs DeFi ou machin, c'est plus ou moins grave, on va dire. Mais quand tu parles vraiment d'une blockchain ou d'une blockchain pour exécuter, bah, si tu as une tokenomic pétée, c'est dérangeant. Et moi, c'est vrai que putain, je me laisse convaincre par les maxis des fois. Le proof of stake en l'état, que ce soit sur Ethereum comme il est fait ou sur les chaînes en DPoS comme il est fait, il m'emmerde ce proof of stake. Ouais, mais complètement. C'est pour ça que même encore à l'heure actuelle, ça c'est une très bonne précision. Comment tu veux que je considère fucking Avalanche déjà, ou que je commence à... C'est pas que je commence à avoir des doutes, j'ai des doutes depuis le début sur le proof of stake. Je suis même plus aussi sûr à 100% que Ethereum peut réussir. Pour moi, il est encore trop risqué, il peut encore se faire capturer, etc. Donc ne me parlez pas des alt layer 1 de merde qui sont déjà foutus. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Même pour Ethereum, j'ai des doutes maintenant. Et j'en ai depuis le début. Et effectivement, le proof of stake m'emmerde énormément. Il m'emmerde énormément. Tu peux citer les doutes sur Ethereum très, très simple. Pour très les gens clairement, qui je pense que le proof of stake, il le met à risque, surtout maintenant, du fait qu'au début, on n'avait pas les withdraws qui ont tardé à venir, qui a fait qu'il y a eu de la concentration avec Coinbase et d'autres acteurs, etc. Donc, je pense qu'on est à risque de capture. Il y a un risque de capture. Heureusement que les gouvernements sont trop cons pour pas essayer de le saisir maintenant qu'il est saisissable. J'ai encore de l'espoir. Je dis pas que c'est foutu pour Ethereum. Mais même pour Ethereum, c'est pas gagné. Le combat, il va être rude. Il faut qu'on lâche rien sur la diversité des clients, sur éduquer les gens à faire du staking at home, etc. Mais pour moi, Ethereum est le seul smart contract, plateforme de smart contract Layer 1 qui a la moindre chance d'y arriver. Et déjà que c'est même pas gagné. Alors, si tu veux, moi, c'est ça. Je suis très pragmatique. Bitcoin, qui est encore plus pur qu'Ethereum et à certains égards plus décentralisé et moins capturable grâce au proof of work, même lui, c'est même pas gagné. D'accord? Donc après, t'as Ethereum. Déjà, il faut accepter le fait de dire, est-ce qu'on a réellement besoin de décentraliser autre chose que la monnaie? Déjà, rien que ça, c'est un débat qui mérite d'avoir lieu. Est-ce qu'on se dit même pas Ethereum, c'est overkill, on s'en fout de décentraliser autre chose que la monnaie? Ouais, peut-être. Décentralisé à outrance, c'est ça que tu veux dire. Voilà, donc ça, plus tu rajoutes de la complexité, plus c'est dangereux pour la sécurité, etc. Et Ethereum, moi j'y crois encore et je pense que ça peut marcher, mais c'est même pas gagné. Mais tout le reste, ça n'a aucune chance sur L1. C'est pour ça que je crois plus du tout à aucun alt layer 1. À la limite, franchement, à la limite, à choisir dans un alt layer 1, tu vois, ça va peut-être être bizarre que je dise ça, mais je commence même à préférer un Solana qu'un Avalanche qui a décidé dès le début, day one, de embrasser sa voie et de pas chercher à Avalanche. Je suis désolé, ils ont beaucoup trop joué sur on est un NEV, un Ethereum qui est mieux, d'accord? On prend Get, on fait ça, on change 2-3 paramètres. Bullshit, ça c'est du fucking bullshit. Mais là on est sur du philosophique, c'est encore un autre débat ce que tu me dis. Parce qu'après il y a comment les jetons sont répartis, comment les développements sont faits, exactement. Comment la validation est faite ensuite avec ces jetons. Il y a plein de trucs. Ouais, moi je pense qu'ils ont manqué d'honnêteté intellectuelle depuis le début, clairement. Et sur le côté on fait mieux qu'Ethereum. Ça, vraiment, ils ont été très malhonnêtes intellectuellement sur
ce qu'ils faisaient avec Get, juste customiser 2-3 paramètres en disant que c'est mieux. Mec, c'est pas parce que tu changes le bloc limite de Get que ta blockchain est plus scalable. Enfin, bref. Mais leur consensus est quand même supérieur à quelques tweaks. Supérieur à quoi? À quelques tweaks du client Get. Ça va quand même plus loin que ça, non? Non, bien sûr, je ne veux pas résumer à ça, mais bien sûr, ça on est d'accord. Mais supérieur, non. Encore une fois, tu ne me feras pas dire le mot supérieur. Ok, il n'y a pas de souci. Parenthèse sur Cosmos, alors juste je prends la main sur ça. Moi, ce qui me dérange avec Cosmos, c'est que déjà, combien tu as de validateurs sur Cosmos? 100, 125? Voilà. Ouais. Voilà, donc déjà, on a qu'en proof of stake de base, pour ceux qui nous écoutent, il y a un problème, c'est que derrière un validateur, on ne peut pas savoir qui c'est. Donc en fait, tu pourrais avoir 125 validateurs et tu en as la moitié, donc on va dire 50, 60, 75. Ça peut être une seule personne qui les fait tous tourner et qui répartit les jetons sur tous les validateurs. Donc en fait, en vitrine, tu as 125 validateurs, mais en backstage, peut-être que tu n'en as que 50 ou tu n'en as que 40. Donc ça se cartélise, c'est ce que je veux dire. Et ça c'est un vrai problème. Le deuxième problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quoi faire pour créer de la valeur autour d'Atom. Alors après, il faut savoir ce que tu veux avec Cosmos. C'est-à-dire que le IBC, le protocole IBC qui permet de faire circuler de la valeur, c'est un standard. Je pense qu'il va être adopté. Je pense qu'il est supérieur à ce que peut proposer Polkadot, etc. Et peut-être que je me trompe, mais ils ont été un peu avant-gardistes là-dessus. Par contre, pour ce qui est du jeton Atom, donc son prix, finalement, c'est compliqué parce que si ta seule utilité c'est de dire tu vas toucher des airdrops, c'est un peu problématique. Moi j'en ai déjà parlé dans une émission. T'as pas de gros protocole DeFi sur Cosmos. T'as pas de grosse collection NFT sur Cosmos. T'as pas d'application gaming sur Cosmos. T'as pas d'usage en fait. C'est juste un hub. C'est juste un hub où tout le monde va faire circuler de la valeur, mais personne rend la couronne à César. Les autres chaînes souveraines de Cosmos ne rétribuent pas de la valeur à Cosmos. Et quand on essaie de proposer des choses, comme Atom 2.0, la communauté se divise, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et là, Cosmos, ça fait quelques années que c'est sorti. On a l'intern-chain security sur 2 chaînes aujourd'hui. Une chaîne, c'est quoi la première? C'est Neutron, je crois, qui est un Juno-like pour de l'exécution de smart contracts. Je ne sais pas du tout ce qui se build dessus. Tu vois, je ne suis pas du tout au fait de ce qui se build dessus. Et une deuxième chaîne pour du liquid proof of stake, quoi. Tu vois, pour le moment, l'intern chain security, c'est au cas par cas. Il faut que ce soit approuvé par des votes de gouvernance, etc. Ça avance pas beaucoup. L'idée avec Atom 2.0, c'était de pouvoir peut-être automatiser un petit peu plus le process. Je dis pas que l'un est mieux que l'autre. C'est juste qu'Atom, ça avance pas. Tu vois, nous, on parlait, quand on commençait à se parler avec Abdel en 2021, on était là en mode Atom Season et tout. On a vu Juno. Regarde Juno aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe sur Juno, tu vois? Ça bouge pas. Et c'est assez inquiétant. Donc, techniquement, c'est intéressant. Mais en termes de décentralisation, effet de réseau, utilité, c'est pas terrible. Donc ça, c'est ma version d'effet sur Cosmos. J'attends la tienne, Abdel. En vrai, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est littéralement tous les points que tu as dit, c'est ce que je reproche à Cosmos. Delegated Proof of Stake, moi j'ai un gros problème avec ça. Effectivement, la cartélisation des validateurs sur Cosmos est incroyable. Juno sur le tableau d'Abdel. Ah non, c'est pas le même Juno. Juno, c'est un full node développé par Mastermind, c'est un full node Starknet, c'est pas le même Juno. Effectivement. J'essayais de comprendre ce que tu disais. Oui, donc cartélisation des validateurs, etc. Donc en fait, dans l'effet, l'utilisateur, c'est difficile pour eux de choisir. Donc ils prennent un random dans le top 10 et voilà, ça concentre. En plus, il y a des accords de chaque chaîne dans les fondations qui dit vas-y, je te délègue X token chez toi, tu m'en délègues, etc. Ce qui fait que ça renforce la concentration des validateurs. Donc Cosmos, je le considère d'un point de vue tech. J'ai aucun problème à utiliser leur tech. Par exemple, Tendermint, c'est génial, etc. Le Cosmos SDK, je pense qu'ils ont fait des trucs cool et tout. La logique des AppChain, je la trouve intéressante, mais je considère plus cet écosystème comme viable ou une alternative. Pour moi, tu vois, le meilleur des mondes, c'est la version AppChain interopérable chaîne souveraine de Cosmos, mais sur l'écosystème Ethereum au travers des L3. Donc c'est vraiment ça le futur. C'est des L3, des AppChain qui seront souveraines, qui auront tous les avantages d'une chaîne souveraine, qui pourront innover comme ils veulent et tout en ayant la scalabilité du L2 et la sécurité du L1. Mais moi, j'ai une question. Je suis pas développeur, tu vois. À l'époque, tu me disais les outils de développement sur Cosmos, ils étaient vraiment sympas. Pourquoi on voit pas de gros protocoles? On a DYDX qui va arriver avec sa chaîne souveraine. Oui, c'est big. Alors, je pense
en termes de pourquoi, j'imagine, je me dis, je pense que TVL, je dirais, il n'y a pas assez de TVL, il n'y a pas assez d'utilisation. Je sais pas, c'est peut-être un peu le serpent qui se mord la queue, parce que pour amener de la TVL, tu as besoin de bons protocoles, mais les bons protocoles, ils sont pas trop tentés d'aller sur un écosystème s'il n'y a pas de TVL. Je sais pas, je pense que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ça a du mal à prendre. Peut-être que GYDX va réussir à changer la donne, hein. C'est possible. Ouais, il manque de user et TVL. C'est quelqu'un qui dit ça dans le chat, et ouais, je pense que globalement, c'est ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je pense que le move de GYDX est risqué. Mais donc ouais, Cosmos sympa en termes de tech, mais j'y crois plus en tant que blockchain. C'est vrai que le crash Luna, ça leur a fait du mal, les pauvres. Ouais, en plus. Le crash Luna, ça fait du mal. Pour vous résumer ce qui s'est passé, en gros, si vous voyez, Cosmos commence à se lancer. Après, le vrai DEX de Cosmos, c'est Osmosis. Donc, on a commencé à avoir des chaînes souveraines avec des altcoins sur Osmosis progressivement. À utiliser, c'est un régal. Moi, j'adore Osmosis. C'est pas cher, ça va vite, c'est top. Ça, il n'y a pas de souci. Et en fait, tous ces altcoins avaient une paire en stablecoin. Il n'y avait pas d'USDT natif, il n'y avait pas d'USDC natif sur Cosmos à l'époque. Donc, le stablecoin, c'était l'UST de Luna. Et en fait, quand il y a eu le crash Luna, ça a envoyé à la cave tous les altcoins. Et ça a été vraiment un problème de timing horrible parce que peu de temps avant le crash de Luna, t'as Axelar qui est arrivé, qui commence à proposer du DAI, de l'USDC, etc. Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai perdu énormément d'argent parce que je ne savais pas que je pouvais swapper mon UST contre de l'USDC Axelar. Si je l'avais su, je l'aurais fait directement. Et je ne l'ai pas fait et j'ai perdu une somme incalculable. Mais mis à part ça, c'est des choses qui mettent du temps, en fait. Et ça, pendant le bull run, ça n'a pas bougé assez vite. Et puis, on est parti en bear. Et au final, la valeur, elle revient à Ethereum. Ouais. T'as un mec de l'audience, la Gogoon, qui est waouh, il croit dur comme fer à Avalanche SSNet. Hein. Ouais, il adore Avalanche la Gogoon. Ah ouais, il dit que Cosmos et Ethereum, pour subsister, vont devenir un subnet Avalanche. Putain, le retour à la réalité va faire très mal. Waouh. Ah ouais, non, mais là, à ce point-là, si vraiment tu es sérieux, mec, ça va être chaud pour toi. Mais fais gaffe à toi. Je te souhaite que du bonheur. Mais ça va être dur. Ça va être très dur le retour à la réalité. Si tu crois vraiment ça. Non, mais vraiment, j'essaie de processer. Quand il a dit Ethereum pour subsister doit devenir un subnet. Il y a un petit côté troll. Alors, si c'est un troll, tant mieux. Donc, dans ce cas-là, très cool. Mais je sais pas. Depuis tout à l'heure, il a l'air de faire le fanboy extrême. Donc, j'ai peur qu'il soit sérieux. Mais bref, c'est la vie. Ok. Est-ce que Starknet va être DA agnostique à terme? Ah, ça passe. Que penses-tu des solutions de DA disponibles? DA, c'est Data Availability. Solution de DA disponible. On a Celestia, Eigenlayer et compagnie. Donc oui, Starknet, nous justement, on va développer ce qu'on appelle le Volition, qui va être quelque chose qui va permettre aux développeurs de smart contract de choisir quel mode de DA il veut. Donc possiblement qu'on pourra avoir peut-être du Celestia, Eigenlayer et compagnie dispo en DA pour Starknet. Donc ça veut dire qu'au lieu de renvoyer les données comme on disait tout à l'heure sur Ethereum, on pourra choisir d'envoyer une partie des données sur Celestia, une partie des données sur Ethereum, etc., en fonction du degré de sécurité qu'on veut pour ces données. D'accord? Donc, ouais, possiblement Celestia. En tout cas, moi, il y a quelqu'un qui posait une question sur Madara tout à l'heure, qui est un séquenceur pour Starknet pour les L3. En tout cas, pour Madara, moi, mon but, c'est de supporter Celestia et Eigenlayer. On travaille avec eux, là, justement, pour être capable pour les L3 de choisir où ils vont envoyer leurs données. Donc, ouais, c'est en cours, là, par exemple, on a l'intégration Celestia qui va arriver bientôt sur Madara. Juste avant, moi, j'ai une question. Parce que tu vois, on parle souvent de Celestia, on parle de plus en plus d'Eigenlayer et de EigenDA pour le data availability, mais il y a aussi Polygon Avail. T'as un avis sur la solution de Polygon? Ouais, justement, j'ai oublié de les citer, mais on travaille aussi avec eux, justement. Je connais très bien la team Avail, je les aime bien. Ils sont sortis de Polygon, by the way. Donc, ils ont spin out de Polygon. C'est une entreprise. Ça s'appelle Avail. Ouais, exactement. Donc, ils ont créé leur boîte et ils font un compétiteur à Celestia, Eigenlayer, comme tu viens de le dire. J'aime bien. Ils sont basés sur Substrate. Donc, Celestia, la solution, c'est basé sur Cosmos SDK et Avail, c'est basé sur Substrate. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est intéressant. Ils sont très peu connus, d'ailleurs, comparé à Celestia. Pas tout le monde connaît Celestia, très peu connaît Avail. Moi, j'aime bien parce que c'est une stack en Rust avec Substrate. Donc, ouais, moi, je les aime bien. Je les trouve sérieux, compétents. On travaille avec eux justement pour intégrer Avail pour les L3 Starknet. Ok. Substrate, si jamais, c'est le framework de Polkadot. Voilà. Pour ceux qui s'intéressent. Dinguerie. D'ailleurs, dinguerie. Supérieur, Cosmos SDK. Je le dis, je l'assume. Banger, du coup. Dinguerie, ouais. Gros banger. Ça marche. Et écoute, on va enchaîner sur mes questions. Alors, si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.